Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, l'astral. Bienvenue, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous discutons de l'astral. Alors, l'astral, on va essayer de savoir avec M. Normand Pinard, métaphysicien et voyant, que veut dire l'astral. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, M. Saunier, ça va très bien. Notre sujet d'aujourd'hui sur l'astral mérite, je pense, quelques explications, parce que quand on parle du mot astral, on pense aux astres. Alors, est-ce que vraiment, ce que vous voulez nous expliquer sur l'astral a lien avec les astres ou non? Il y a un lien si on commence par l'astrologie. Parce que l'astral, on pourrait dire que c'est la représentation du monde à plusieurs niveaux. Tout ce qui concerne le monde invisible à plusieurs niveaux. Donc, l'invisibilité au niveau des rêves. Et dans le sens des étoiles, parce que je vais commencer par cette dimension-là, ce serait l'astrologie. Alors, on est très près des étoiles, puisque c'est avec l'astrologie qu'on a formé des gens qui s'intéressaient à l'astrophysique. C'est de l'astrologie et ensuite les astrophysiciens. Donc, l'origine de notre astronomie moderne, c'est pour ça qu'on a gardé dans le zodiaque tous les anciens signes de l'astrologie, la constellation du Gémeaux, on a tout gardé ça. Donc, oui, ça peut le représenter parce que ça veut dire que la capacité que l'être humain possède d'accorder de l'importance aux choses, ça lui donne une forme. Donc, si on donne une forme, par exemple, à Vénus, et qu'on dit que c'est une déesse de l'amour, ce qui arrive chez une astrologue ou un astrologue qui fait un thème astral, effectivement, ça va avoir tendance à influencer l'individu. Si c'est une très bonne astrologue ou un très bon astrologue, c'est-à-dire que le fait de croire en une chose, ça crée la forme. Et la forme influence le libre arbitre de l'homme sur Terre. Et c'est ça qui est extrêmement important de connaître et de savoir. Donc, jusqu'à un certain degré, on possède un corps astral aussi. C'est-à-dire qu'on possède un corps de sensibilité qui est en lien avec ces forces occultes-là, qui sont en lien avec des forces invisibles, qui sont indépendantes, pour le moment, de la volonté de l'homme et qui intervient dans l'homme pour changer sa destinée. Par exemple, je vais donner une démonstration qui est assez simple de cette intervention qu'on ne peut pas faire intervenir la volonté. On peut parler du monde des rêves. Lorsqu'on rêve la nuit, on peut dire qu'on est plongé. C'est sûr que si on va regarder des biologistes, personne ne sait vraiment c'est quoi un rêve. Les savants, présentement, ne savent pas vraiment c'est quoi un rêve. On peut dire que si un individu passe un scanner, on peut dire quelles sont les ondes du cerveau qui travaillent au moment où l'individu a une résonance magnétique, par exemple. On peut voir différentes ondes du cerveau qui travaillent, mais on ne comprend pas le mécanisme des rêves. Alors, en fait, ce mécanisme, chez l'individu qui dort, ne va pas nécessairement, par sa volonté, décider de ce qu'il rêve. Donc, l'être humain n'est pas libre, fondamentalement, parce qu'on a à la fois... C'est sûr que dans la psychanalyse jungienne, dans la psychanalyse tout court, pour les gens qui la pratiquent, c'est sûr que le rêve veut symboliser quelque chose. C'est sûr que le cerveau va utiliser des images. On peut dire le cerveau pour un biologiste, mais pour un métaphysicien, on peut dire aussi l'univers en soi. Parce que c'est sûr que si on va voir un biologiste, il va le voir dans l'angle de la biologie. Si on va voir des gens qui sont spécialisés dans d'autres domaines, ils vont le voir à travers leur domaine. Si on va voir des gens spécialisés au niveau des rêves, ils vont le voir aussi dans leur fonction, parce qu'on voit toujours à travers notre bagage scientifique.
Donc, le rêve représente une dimension de l'astral qui fait que l'individu va se véhiculer, va vivre une expérience dans le monde de ses émotions. Ça peut être l'émotion mémorielle de la petite enfance. Ça peut être une émotion mémorielle à la fois de l'enfance. Donc, c'est une conceptualisation de ce que l'on a été. C'est une conceptualisation de ce que l'on est. Et aussi une conceptualisation de ce qui peut venir dans la vie d'un individu. Parce que lorsque l'on rêve la nuit, nous pouvons traverser des moments où il y a de la voyance. Dans certains cas, il y a même des individus qui peuvent voir plusieurs minutes de déjà-vu. Donc, c'est ce que j'appelle un univers auquel l'individu, dans le monde de la nuit, a son accessibilité et où il est en contact avec des parties de lui qu'il ignore, mais avec lesquelles il va se communiquer, se comprendre, à la fois à travers sa psyché individualisée, individuelle, à travers son inconscient, à travers l'inconscient collectif, parce qu'on ne fait pas les mêmes rêves selon les pays dans lesquels nous vivons. L'inconscient collectif en Amérique du Nord, même si vous déménagez dans l'Ouest canadien, n'est pas le même inconscient collectif. L'inconscient collectif d'Europe n'est pas le même que le nôtre. Les rêves sont différents. Et si vous avez un livre des symboles qui concerne le rêve, dans le monde de l'astral, vous êtes obligé de tenir compte que si vous êtes venu au monde en France, c'est pas la même chose que si vous venez au monde au Québec. Alors, il faut faire attention à un livre qui interpréterait les symboles. Oui. Il faut être très prudent. Oui, absolument, parce que c'est pas la même chose, c'est très différent. Donc, quand on parle de monde de l'astral, on peut dire que c'est le monde qui est conceptualisé dans l'ensemble collectif. Par exemple, je dis ceci, bon, il y a des gens qui ne croient pas, qui ne peuvent pas croire à la vie après la mort. Bon, ça veut dire simplement, pour ces gens qui n'adhèrent pas à une vie après la mort, bien, la chose est très simple. Je leur dis simplement, lorsque les individus meurent, vous n'existez plus, vous n'avez jamais existé, puisque vous n'avez pas la mémoire d'avoir existé. Donc, vous n'avez jamais eu ni début, ni milieu, ni fin de vie, ni d'amour. Vous n'avez jamais été. Puisque, vu à travers les biologistes, ou certains biologistes, lorsqu'un individu meurt, vu à travers la science contemporaine, et qu'on ne possède pas encore de preuves ou de machines branchées au cerveau qui peuvent nous donner une idée du fonctionnement de ce qui se passe après, on n'a pas encore cette science-là, ça laisse à supposer qu'il n'y a plus rien. Et non seulement il n'y a plus rien, mais il n'y a jamais rien qui a existé. Le problème que j'ai avec ça, c'est que si rien n'existe, pourquoi suis-je? Est-il possible, lorsqu'un individu est, qu'il retourne au néant? Alors voilà. Ça, c'est une parenthèse qui est importante. Et dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle je crois et je ressens qu'il y a quelque chose. Qu'il y a comme une suite et que le corps est simplement le récipient de quelque chose d'éternel qui va au-delà parce que, premièrement, je suis venu au monde. Nous venons au monde, il faut qu'il y ait quelque chose. Nous venons de quelque chose. Je ne crois pas que quelque chose puisse surgir du néant. Parce qu'on ne peut pas faire un être, on ne peut pas avoir de la vie à partir de rien. Mais il y a toutefois des biologistes qui vont tenir une position en disant « nous sommes des machines ». Nous sommes des machines biologiques avec un espace, un temps de vie, que c'est une machine qui s'use, indéniablement. C'est vrai que le corps humain est une machine qui s'use. Et finalement, après, il n'y a plus rien. Moi, je n'adhère pas à ces choses-là, parce qu'il n'y a pas qu'une machine dans l'être humain. Nous sommes connectés, justement, à des plans de synchronicité. Nous sommes connectés à des plans que les gens vont expérimenter graduellement, que la vie, c'est beaucoup plus
qu'une existence mécanique, qu'il y a une certaine magie, qu'il y a une certaine concordance entre l'intérieur et l'extérieur. Alors évidemment, lorsqu'on s'intéresse à l'invisible, les rêves nous parlent. Et le rêve représente une dimension très concrète du monde de l'astral, de la compréhension de ce qu'un individu peut être amené à vivre des phénomènes, vivre des aventures, vivre des choses qui sont extraordinaires alors que pourtant il dort. Bien, on a déjà parlé de ce qu'on pouvait appeler un voyage astral. Pouvez-vous nous expliquer le lien? Le voyage astral sont des individus qui simplement ont décidé, avec certaines pratiques, d'autres c'est par accident, qui sortent de leur corps. D'autres c'est sur la table d'opération. Il y a des hôpitaux dans le monde, je pense que c'est en Écosse, où on a un budget pour ça. Et où, dans les salles d'opération, on a placé, parce que l'Université d'Édimbourg est une université qui possède un budget assez intéressant pour étudier la parapsychologie. Alors, dans les salles d'opération, on a placé des miroirs au plafond pour que les gens qui font des sorties hors corps puissent décrire ce qu'ils ont vu en se regardant dans les miroirs. Mais aussi à Montréal, à l'Université de Montréal, il y a des chercheurs qui font, au-dessus des lumières des salles d'opération, ils ont mis des messages dont personne ne peut voir. Je ne savais pas. Et pour trouver la preuve que quelqu'un qui dit qu'il est sorti de son corps et qui est allé au plafond, parce que c'est souvent un témoignage que les gens se rendent au plafond, qui pouvaient voir au-dessus de la lumière, à ce moment-là, s'il y a un message, ils devraient être capables, en entrant dans leur corps, puisqu'ils se souviennent de leur expérience, parce qu'ils le manifestent, ils devraient être capables de lire les messages qui sont là. Alors, vous qui êtes dans le domaine médical, vous m'informez là-dessus parce que je ne le savais pas. Il y a beaucoup de recherches qui se font, mais on n'a pas toujours l'information et surtout pas les résultats encore. Surtout pas les résultats. Alors, ça veut dire ceci, c'est qu'à travers le monde, il y a eu plusieurs personnes qui sont sortis accidentellement de leur corps, soit à la suite d'une opération, soit à la suite d'un accident de voiture. Ça, c'est un peu comme le phénomène OVNI. C'est-à-dire que moi, je crois qu'à partir du moment où il y a des milliers de personnes qui nous rapportent avoir vu quelque chose, on ne peut pas traiter ces milliers de personnes-là comme si c'était sans importance et que c'était quelque chose qui était ridicule. Je pense qu'à partir du moment, je me souviens des premiers volumes de Raymond Maudit, la vie après la vie, tout ça. Je pense que c'est Fonbrune également qui avait écrit La vie après la vie, la vie au-delà. Mais à partir du moment où les gens qui font des expériences de sortie hors corps, je pense que quand il y en a des milliers, des millions, je pense qu'on ne peut plus dire que ces choses-là sont des fantaisies. Mais vous avez déjà expliqué que le rêve était une sortie hors corps. D'une certaine manière, c'est la sortie de la représentation dans notre corps physique, avec un corps de représentation, pour se représenter des phénomènes qui vont représenter les émotions à l'intérieur de nous à différents degrés. Évidemment, on ne sait pas encore pourquoi il y a des individus qui peuvent accéder à des plans dont ça relève du prémonitoire. Ça intervient en dehors de la volonté de l'individu. Mais une chose est certaine, si vous voyez de très bons astrologues qui sont capables de dire des choses intéressantes. Quand je fais de la voyance, je ne la fais pas avec Normand Pinard, la voyance. Donc, je la fais dans des états seconds qui me permettent d'avoir des flashs avec lesquels je vais travailler et avec lesquels je vais être capable de dire je ressens tel et tel phénomène. Voilà. Sauf qu'il y a aussi dans le monde astral ce qu'on appelle aussi des forces, des entités. Il y a des énergies. Entité ne veut pas nécessairement dire fantôme. Entité veut dire concentration d'énergie dans ces plans-là. Et la concentration d'énergie, effectivement, elle peut être positive, elle peut être négative. Mais les individus subissent des influences dans leur corps physique, à tous les jours, parce qu'on ne connaît pas exactement le mécanisme de la pensée. On ne sait pas c'est quoi de la pensée. On ne sait pas c'est quoi de la créativité. On ne sait pas d'où proviennent toutes ces capacités que nous avons à tous les jours de réfléchir, de créer à des choses qui n'ont jamais existé
et qu'on voit une petite lumière apparaître dans les dessins animés qui dit « Eureka, j'ai trouvé ». On ne connaît pas le mécanisme de la pensée. Et je crois que ce que l'on va découvrir avec la nouvelle science, que ce soit une science psychique ou ça peut être également une science où on a mis, je ne sais pas moi, sur la table peut-être 1 milliard pour la recherche. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne suis pas uniquement pour une science, là. C'est pas parce que je m'intéresse aux phénomènes paranormaux que je me défais de la science. Pour moi, le paranormal, c'est la suite de la science. Mais disons que la différence entre les deux, c'est des choses aussi simples que mettre quelques centaines de millions de dollars pour faire de la recherche, pour prouver le paranormal. Quand vous me dites que des hôpitaux à Montréal, ils ont mis des messages au plafond, ce que je ne savais pas, bien, ça a pris une certaine ouverture de la part d'un département pour ne pas se faire ridiculiser, pour commencer, par ce département-là, par l'université qui appuie ça. Alors, je suppose que c'est fait probablement à travers une université qui a décidé de placer un certain budget. Ensuite, ça prend beaucoup de courage. Parce que les gens qui vont dire ça vont dire, nous autres, on n'ira pas mettre des papiers collants là, avec des messages. Là. Donc, je suppose que c'est parce qu'ils soupçonnent vraiment quelque chose. Mais évidemment que la découverte de ces choses-là, ça révolutionne complètement notre société. Parce que c'est la compréhension du fonctionnement d'une des choses les plus importantes dans ce monde. C'est le fonctionnement de l'être humain. C'est le fonctionnement de l'au-delà de l'être humain. Et ça remet tout en question. Ça remet la pensée de l'homme en question. Ça remet sa religion en question. Il peut devenir beaucoup plus religieux même. Ça remet tout en question. Il peut non pas croire en quelque chose de divin, mais savoir quelque chose qui est divin en lui. Il peut expérimenter peut-être même sa propre divinité, sa propre intelligence. Puis quand un être humain commence à expérimenter sa propre divinité, la divinité qu'on lui demandait de croire, elle vient de tomber. Parce qu'il entre dans sa divinité, il entre dans son intelligence, il cesse de croire et il expérimente à partir de son intelligence. Il expérimente à partir de son savoir, puis ça crée une nouvelle race d'êtres humains sur Terre qui n'a pas existé, mais qui va exister. Et qui va exister parce que c'est une race humaine qui va expérimenter, qui sera capable de sortir de son corps, qui sera capable d'entrer dans l'astral, qui sera capable de parler à des entités qui sont dans le monde astral et voir ce qui l'influence et connaître la qualité de ce qui l'influence pour être capable de dire ça c'est intelligent, ça c'est pas intelligent. C'est la même chose qu'une jeune dame qui rencontre un homme. Elle doit être capable de dire ce type il est intéressant, ce type ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens à 20 ans qui ont de la difficulté avec ça. Sauf que les entités, c'est pas tellement différent. Lorsqu'un individu est habitué à se véhiculer dans le monde astral, qu'il est capable de faire des rêves à volonté, mais qu'il décide dans ses rêves, donc des rêves lucides, à ce moment-là, il est capable, dans les rêves lucides, de dire « ça, c'est intelligent, ça, c'est pas intelligent. Je peux même changer mon rêve. Je veux pas qu'il finisse comme ça. Je me recouche, j'ai encore du temps, puis je vais le changer, mon rêve. » À ce moment-là, ça change complètement la créativité de l'être humain parce que le corps n'est rien d'autre que le récipient d'un infini. Le corps, c'est le récipient de l'infini. Mais quand on pense, le problème, c'est qu'on essaie de réduire l'infini à quelque chose qui est trop petit. C'est très difficile de réfléchir à de l'infini sans mettre l'infini dans un dé à coudre. Mais quand on met l'infini dans un dé à coudre, ça ne donne plus la proportion exacte de l'infini qui est dans l'homme. Donc, l'infini est tout sauf rationnel. Bien, oui, parce que justement, on n'a pas mis le milliard de dollars de recherche. Mais si on mettait énormément d'argent, ça pourrait devenir rationnel. C'est-à-dire que ces choses-là peuvent s'expliquer. Mais c'est par faute d'argent que ça demeure irrationnel. Monsieur Christian Page avait déjà dit que lorsqu'on tente de mesurer des événements paranormaux, il se passe un phénomène où tout à coup, les événements ne se reproduisent pas en laboratoire. Ça ne se reproduit pas en laboratoire. Ça ne se reproduit pas facilement en laboratoire.
Comment vous expliquez ça en métaphysique, qu'on ne peut pas reproduire ces événements? On fait juste regarder le phénomène des... Bien, il y a des phénomènes qui se reproduisent comme au niveau de la physique quantique. Il y a quand même le problème de la mesure. Il y a des choses qui sont étonnantes. Il y a des... pour vous dire ça très simplement, le problème de la mesure, on regarde des particules atomiques. Et elles ne se comportent pas de la même manière lorsqu'on les observe que du moment où on ne les observe pas. Fait que ça aussi, c'est très étrange. Puis ça, c'est depuis 1920 qu'on s'amuse avec ça, que les gens de la physique quantique s'amusent avec ça, puis on n'a toujours pas de réponse. On n'a toujours pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde des atomes, on les mesure, ils ne se comportent pas exactement de la même manière? Alors, le phénomène des fantômes est aussi très étrange, parce que les gens qui sont... qui vont dire les fantômes, c'est des gens qui viennent de l'au-delà. D'autres qui vont prétendre que les fantômes, ce sont des entités que l'on crée. Est-ce que c'est de l'astral quand on parle de fantômes? Oui, absolument. C'est la pure définition, ça n'est... Oui. Moi, je dis ceci pour revenir à la question de tantôt. Moi, je dis que c'est les deux. On peut créer le phénomène fantomatique, mais il peut exister également un phénomène fantomatique totalement autonome. M. Page est très courageux de fréquenter des endroits hantés où, finalement, on dit de ne pas toucher à des poupées et qui, finalement, s'amuse avec. Et finalement, au cours d'une émission, d'un enregistrement, il sent quelqu'un qui lui serre le bras. Et ensuite, il s'en va à une autre pièce pour filmer, puis il voit une balle rouler à terre. Alors, on sait que c'est un journaliste qui est extrêmement sérieux dans le phénomène du paranormal. Et je sais que c'est pas un plaisantin. C'est quelqu'un de très sérieux. Une chance, on en a quelques-uns. Ouais. Alors, donc, autant au niveau du phénomène ovni que des phénomènes du paranormal. Et donc, je lui ai téléphoné, je lui ai dit tu vas m'expliquer ça, je veux l'entendre. Oui. je veux l'entendre, tu vas me dire c'est exactement ça. Alors, il me dit simplement qu'il avait senti que la petite fille ou un être petit, petite main, lui avait pris l'avant-bras. Alors, il dit, ce phénomène a été filmé, mais il dit, on ne voit pas la personne. Donc, c'est un ressenti. Est-ce que là, maintenant, est-ce que c'est un ressenti au niveau du cerveau? Est-ce que c'est un ressenti d'une entité qui était dans la pièce? Voyez-vous, c'est là où on a besoin du milliard de dollars pour faire de la recherche, pour rendre le visible. Vous savez, l'argent a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça rend l'invisible visible. Et ça permet à ce moment-là d'étudier des choses qui nous font peur. Mais là où ça fait pas peur, vous savez, quand on parle de phénomènes occultes, de phénomènes astrales, dont je veux parler encore un petit peu la semaine prochaine, c'est au niveau du cinéma. C'est toujours présenté comme étant quelque chose de négatif. Mais avec un film de peur, on peut facilement aller chercher une recette de 300 millions de dollars. Mais il n'y a pas personne qui va investir 300 millions de dollars en science pour comprendre l'être humain mieux, le comprendre mieux, dans sa structure, dans son côté infini, parce que ça ne rapporte pas. Autrement dit, comprendre l'être humain à ce niveau-là, ça ne rapporte pas. Mais faire peur à l'être humain, ça rapporte. Vous avez des investisseurs. Est-ce que c'est rentable comme film? Et à combien de monde qu'on peut faire peur? Et tout l'ésotérisme et le phénomène occulte est vu comme étant quelque chose de satanique, de diabolique. Donc, on a diabolisé les forces qui sont dans l'être humain parce que c'est une divinité qui est en lui et qu'il n'est pas permis à l'homme d'être divin. Et on le diabolise parce que c'est un pouvoir qui est volé à Dieu. Ça, c'est au niveau de l'inconscient, mais n'importe quel philosophe peut vous l'expliquer. Et alors, c'est très facile de prendre ces forces inconnues et de les rendre diaboliques. Et de faire peur aux gens, puis d'aller chercher des recettes de 300 millions de dollars. Il y a une personne qui est partie avec sa petite caméra une fin de semaine, The Blair Project, et ça a coûté 40 000 $, je pense 33 000 $, puis je pense qu'elle a fait environ 33 millions de dollars avec ça. Donc, c'est quelqu'un qui est parti la fin de semaine avec sa caméra et qui a fait un film de collège, un film pour s'amuser, un film tourné le soir avec ce qu'on appelle l'infrarouge. Et Blair Project, qui a coûté à l'époque même pas 10 000 $, 10 000 $ a rapporté 33 millions de dollars. Alors, avoir peur, ça rapporte. Malheureusement. Monsieur Pinard, nous sommes déjà
quelques minutes de la fin. Oui. Votre enseignement, vous le faites à plusieurs niveaux. Quels sont les types d'activités que vous faites pour enseigner votre métaphysique? La métaphysique. La métaphysique, Oui. je l'enseigne en conférence. Oui. La métaphysique, je l'enseigne également dans les webconférences que je fais autour du monde. Donc, je fais une webconférence que tous les gens, avec un ordinateur, pas besoin de caméra, là, peuvent voir à travers le monde. Il Donc, faut qu'il y ait des haut-parleurs pour vous entendre. Ils ont des haut-parleurs pour Ils m'entendre. peuvent aussi vous écrire pendant la conférence. Ils peuvent m'écrire pendant la conférence. Ça, c'est à travers le monde. Oui. Ça s'appelle webpinard.tv. Donc, c'est un site web pour ça. Il y a mon site web pour les gens qui veulent entrer en consultation privée avec moi. Je ne fais pas peur. Non. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur faisait peur d'entrer en contact avec un voyant. Puis particulièrement un voyant comme moi. Parce que, apparemment, que je vois bien. Ouais. Je pense qu'il faudrait quitter ces peurs-là. Ouais. C'est expérimenter des possibilités. La voyance, c'est pas quelque chose de déterminé, là. C'est un individu qui change son instant présent, il change son futur. Donc, il y a des gens qui me consultent, il ne faut pas se le cacher, beaucoup pour la voyance. Et j'aime ça. C'est comme ça depuis 30 ans. J'ai compris que c'est toujours pour aider que vous faites de la voyance, toujours Oui. dans un esprit de collégialité, d'aide. Oui, parce que Et les non gens ne me pas- téléphonent pas nécessairement pour me dire que ça va bien au moment où ils me contactent Ouais. pour la voyance. Donc, c'est le www.normandpinard.com. Il y a mes activités de conférences publiques, Oui. mes activités de voyance. Parce que vous Si donnez des conférences en salle. où je donne des conférences en salle et je donne des conférences par webcam, je donne des consultations privées. Donc, j'en fais également par Skype, j'en fais par téléphone avec une photo. OK. Si j'ai une photo, je peux travailler. J'ai Une pas de photo problème. récente que vous avez Une déjà vue? photographie qui date pas de plus de 6 mois. Je regarde la photo et avec la sensation que la photographie me procure, je suis capable de dire des choses. Et souvent, je vais demander, si c'est des couples, je vais demander la photographie de la personne avec laquelle vous êtes en couple. OK, parce que vous pouvez parler aussi d'une personne qui est pas... la relation que la personne a avec une autre personne, vous pouvez aussi faire de la voyance. Oui. 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 OK. On peut faire même de la voyance avec une roche. On peut sentir la psychokinésie. Là. Oui. On peut ressentir les Je suis choses. convaincu que ça va faire partie d'une de nos émissions, un jour, de parler de la voyance sur une roche. Oui, mais le seul problème, c'est que la personne qui m'en parle à côté de moi disparaît. Monsieur Pinard, merci beaucoup. Et puis, Le plaisir est pour on moi. continuera, bien sûr, dans d'autres passionnants sujets. Alors, merci et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Et puis, encore une fois, on s'est bien amusé aujourd'hui et on a appris de belles choses. Merci, au revoir.